Eh bien, écoutez, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le Cercle Montesquieu. Nous allons traiter de la question comment faire face aux difficultés des entreprises et nous allons essayer de répondre à trois questions. La première, quelles sont les mesures prises pour adapter le droit des entreprises en difficulté à l'urgence sanitaire? La deuxième question, comment les tribunaux de commerce gèrent-ils les procédures actuellement? Et la troisième question, qui sera plus de prospective, comment anticiper la sortie de crise? Pour animer ce webinaire et essayer de réfléchir au mieux dans les circonstances actuelles, nous avons invité ce matin Monsieur Georges Richelme, président de la Conférence générale des juges consulaires de France, Monsieur Xavier Hubert, administrateur du Cercle Montesquieu, Maître Antoine Diesbeck, avocat spécialisé en restructuring du cabinet Racine et contentieux, Maître Jean-Dominique Dedier de Cassini, avocat spécialisé en restructuring au cabinet Weil, Gotshal Menges, et Madame Charlotte Faure, administrateur judiciaire chez FHB. Merci beaucoup à tous d'être là. Quant à moi, je suis votre simple serviteur Cédric Collard, associé en charge des activités de restructuration et sous-performance chez Eight Advisor. Merci à tous d'avoir pu vous rendre disponibles. Et j'ai oublié, parce que je n'ai pas sa photo devant moi, mais ça va venir, le professeur Philippe Roussel-Gall, par qui nous allons commencer. Monsieur le professeur, sur la première question, quelles sont les mesures prises pour adapter le droit des entreprises en difficulté à l'urgence sanitaire? Est-ce que vous pouvez et Xavier Hubert prendra la suite, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que le législateur a entrepris et ce que vous en pensez? Oui, alors bonjour à tous, hein, désolé pour la caméra. Euh, Sans entrer dans les détails, quand on regarde ce que le législateur a mis en place, il a surtout mis en place en droit des procédures collectives des allongements de délai, c'est-à-dire qu'il a essayé en quelque sorte, de neutraliser, c'est pas, je parle sous le contrôle de spécialistes que vous êtes, mais un peu de neutraliser cette période de crise sanitaire en essayant par exemple d'allonger la durée des plans, d'allonger la durée des périodes d'observation par exemple. Il a aussi essayé peut-être de la neutraliser avec une disposition qui est assez atypique quand on y réfléchit, parce que c'est cette disposition qui cristallise en quelque sorte la date de cessation des paiements au début du confinement, 12 mars. C'est-à-dire que si une entreprise demande par exemple une sauvegarde aujourd'hui, eh bien, on va vérifier qu'elle remplissait les conditions au 12 mars. Donc, il s'agit plus, en définitive, oui, de neutraliser cette période un petit peu en allongeant les délais, etc. Je parle du droit des procédures collectives, du droit des entreprises en difficulté. Voilà essentiellement ce qu'il a fait. Je pense que c'est bien, c'est j'allais dire en quelque sorte, un bon début. Est-ce que c'est suffisant? Alors, je ne sais pas s'il faut aller plus dans les détails, hein. C'est très technique, c'est très pointu. On voit bien que les problèmes de délai, quand on essaye de les interpréter, de les appliquer, c'est assez compliqué. Et toute une série, on rallonge d'un mois plus la période de crise sanitaire, qui d'ailleurs a été rallongée, ou on rallonge de 2 mois plus cette période de crise. Mais c'est essayer de repousser. Donc je pense que c'est bien parce que dans l'urgence, il fallait ce genre de disposition. Est-ce qu'il faut aller au-delà? Vous allez certainement y répondre beaucoup mieux que moi, mais je pense qu'il y a des questions qui doivent se poser aujourd'hui parce que repousser, allonger les délais, c'est de la souplesse, mais je ne pense pas que ça suffira. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu à vos questions. C'est un bon début, c'est une bonne introduction, monsieur le professeur. Xavier Hubert, qu'en pensez-vous de votre côté? Écoutez, oui, effectivement, comme monsieur le professeur, je dirais, on a plusieurs mesures, de multiples mesures en réalité ont été mises en place pour que les entreprises puissent faire face à leurs difficultés. Alors, on a les mesures qui ont été citées par monsieur le professeur, notamment qui sont spécifiques aux procédures collectives, l'allongement des délais, le gel de la date de cessation des paiements qui a été fixé au début du mois de mars. Mais en même temps aussi, toutes ces mesures doivent se mettre dans un cadre qui soit un peu plus général, puisqu'on a eu toutes les suspensions en matière de paiement des charges fiscales et sociales, on a eu la mise en place des fonds de garantie. Toutes ces mesures ont pour finalité, on dirait la même finalité en réalité, c'est de repousser au maximum dans le temps les charges qui pèsent sur les entreprises et le moment où elles vont se retrouver en difficulté en espérant lisser effectivement dans le temps ce mécanisme de mise en difficulté.
Donc, en gros, ça veut dire permettre aux entreprises, des plus petites aux plus importantes, de passer cette période de pandémie qui est particulière, d'une part, et d'autre part, repousser autant que faire se peut l'entrée des entreprises dans un processus de protection judiciaire qui passerait soit par les procédures, je dirais, de mandat, de médiation, etc., voire les procédures collectives de l'autre côté. Ça va avoir un impact réel, puisque notamment avec la partie de garantie, on va se retrouver avec des entreprises qui vont pouvoir, je dirais, retrouver du financement et qui vont pouvoir, pendant au moins quelques mois encore, pouvoir faire face à des échéances, notamment les enjeux qui sont les enjeux majeurs aujourd'hui des entreprises de trésorerie. Est-ce qu'après on va les retrouver dans les juridictions de commerce? Ça, c'est une vraie question. Sur les autres mesures qui sont prises en cours, il y a des projets d'ordonnance qui sont en ce moment en train de sortir. Vous aurez notamment, pour permettre aux tribunaux de commerce de pouvoir faire face humainement et en termes de ressources à ce genre d'événements, il y a notamment la possibilité d'avoir recours de plus en plus aux juges commissaires, aux juges uniques, en réalité, ce qu'on appelle une manière judiciaire, aux juges uniques, de façon à démultiplier les prises de décision sans la collégialité, non pas qu'elle n'est pas nécessaire, mais qu'elle permet en réalité de dégager plus de personnes, d'avoir plus de personnes et se concentrer sur les futurs dossiers. Après, les questions qui vont se poser aujourd'hui, c'est un peu le thème de notre débat aujourd'hui, qui est en gros une conférence aujourd'hui, il y a deux points. C'est comment aujourd'hui, moi, professionnel, je dois faire face aux difficultés des entreprises et comment les accompagner, les cas échéants, voire les aider, voir comment moi, juriste d'entreprise ou directeur juridique d'entreprise, je dois faire face à des impayés, à des problèmes de cessation de paiement. Ça, c'est les droits constants. Deuxième sujet qu'on doit absolument aussi aujourd'hui avoir à l'esprit, c'est que personne ne sait quelle nature de vague on va devoir faire face. Et donc la vague, est-ce qu'en gros, ça va être ce qu'on a connu dans les années 2012, 2013, 2014, quand il y a les gros pics de procédures collectives en France, en gros 55 000 procédures par an, et la justice consulaire a su parfaitement faire face, je dirais, à ces vagues globales. Et on avait quand même énormément de procédures, certes majoritairement de la liquidation judiciaire, très grosse majorité, mais on a su faire face, même si quelques instruments étaient adaptés. L'enjeu pour nous, c'est de savoir est-ce qu'on sera sur une vague de nature équivalente ou peu près équivalente, ou une vague qui pourrait être beaucoup, beaucoup plus importante. Encore une fois, si on prend les statistiques nationales, si on avait 10% des entreprises françaises, je pars de l'entrepreneur individuel jusqu'à la multinationale, devait à un moment donné se retrouver ou vouloir se mettre sous protection de justice. Donc encore une fois, je couvre toutes les procédures qui peuvent concerner les tribunaux de commerce, de l'amont à la procédure collective. On se retrouverait d'entrée de jeu entre 400 et 500 000 procédures qui arriveraient devant les, enfin, en tout cas entreprises qui arriveraient devant les juridictions consulaires, soit dans les mois qui viennent, soit dans les 2-3 années qui viennent, si les effets de suspension et de rallongement des délais, au moins en matière de financement, en jouent leur rôle complètement. Donc voilà, ça c'est une des vraies questions. Et là, pour le coup, est-ce que nos instruments juridiques et les mesures prises qui sont aujourd'hui, qui ont été prises aujourd'hui, qui encore une fois rallongent les délais, ne vont pas venir paradoxalement un peu antinomique, voire même ont accéléré les difficultés des entreprises, et deux, est-ce que la justice, globalement, est-ce qu'on sera capable d'y faire face? Là, avec les autres questions. Monsieur Hubert, donc si on prend vos chiffres, effectivement, et la vague que vous avez identifiée 2012-2014, qu'on a tous vécu, par rapport à 2008-2009, ça fait entre 3 et 5 ans de décalage, ce qui fait qu'en fait, on va avoir les premières difficultés qui vont rejaillir là maintenant dans les mois qui viennent et cet automne. Est-ce que vous prédisez ou vous présagez, c'est probablement si les systèmes et les mécanismes sont les mêmes, c'est dans 3, 4, 5 ans encore des effets importants des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Je pense qu'il faut faire attention parce qu'on n'est pas du tout dans la même, je dirais, situation 2008 et les effets qu'on a vus véritablement forts en 2012, 2014, 2015. Je pense qu'on va avoir les deux. On peut avoir les deux en tout cas. On peut avoir aujourd'hui des entreprises, des micro-entreprises qui sont incapables de repartir. C'est des petits commerces, des entrepreneurs individuels, des toutes petites structures qui vont être totalement incapables de repartir aujourd'hui parce qu'elles n'ont plus la trésorerie, elles n'ont plus accès à du financement, peut-être certes des suspensions de charges, etc. Et elles peuvent arriver très vite devant les juridictions consulaires, les juridictions de commerce. Et là, pour le coup, on a quand même, on est sur un fond en termes de masse, sur quelque chose d'extrêmement important. Là, on peut vraiment avoir, en termes de nombre et de masse, la grosse partie de la masse peut arriver à ce moment-là. Après, on a les entreprises moyennes, un peu plus structurées, voire plus importantes, qui vont pouvoir bénéficier à plein de tous les délais qui existent sur le procéduraux, mais surtout en matière de financement, d'aide de financement, report de charges, etc., voire de remise de charges. Et là, pour le coup, effectivement, les effets vont arriver dans 2, 3, 4 ans.
peut-être un peu avant, etc. Ça dépendra vraiment du contexte. Là, pour le coup, personne n'en sait rien, je ne suis surtout pas devant. Mais je pense qu'on peut avoir en réalité plusieurs vagues différentes avec des tailles d'entreprises et des tailles je dirais de personnes qui veulent se mettre sous protection de justice qui sont complètement différentes. Moi, je pense que dans un premier temps, la vraie inquiétude, en dehors des grands plans d'annonce qui concernent les multinationales françaises type Renault, etc., mais c'est des cas complètement à part, ma grande inquiétude porte vraiment sur les microstructures, les petites structures qui, elles, peuvent sortir au bout de 2 3 mois d'arrêt quasi total d'activité, totalement fragilisées, voire quasiment exsangues. Parfait, merci. En tant qu'ancien président du tribunal de commerce de Marseille et président de la conférence générale des juges consulaires de France, vous en pensez quoi, président Richel? Je partage assez l'analyse de Xavier Hubert sur les flux à venir. Je dois souligner que depuis le 14 mars, en fait, qui est la date des instructions d'adaptation aux mesures de prévention pour les juridictions, les tribunaux de commerce et les juges et leurs présidents en particulier sont restés à l'écoute des entreprises en difficulté et ont assuré cet accueil. La commission d'information sénatoriale qui est en place a reconnu dernièrement qu'effectivement la juridiction consulaire était peut-être celle qui fonctionnait le mieux pendant ce temps de crise. Elle a bien fonctionné car les greffiers des tribunaux ont rapidement pris la mesure du problème de la fermeture des juridictions et nous avons pu fonctionner avec un accès dématérialisé et la mise en place d'audiences, de visioconférences. Et comme le rappelait le professeur Roussel-Gall aussi par les textes qui ont permis d'adapter et en particulier d'avoir le juge unique en matière de procédure collective. En matière de procédure collective, c'est, j'allais dire, le gros de l'activité actuellement, puisque les textes ont réduit l'activité des juridictions et que nous ne sommes que sur l'urgence. Donc, en termes de contentieux général, par exemple, on ne traite que les référés, les injonctions de payer ou les affaires particulièrement urgentes, selon ce qu'en décide le président du tribunal. En revanche, en matière de procédure collective, nous n'ouvrons depuis le début de l'état d'urgence sanitaire plus que des procédures collectives sur déclaration de cessation de paiement. Donc les chiffres dont nous disposons aujourd'hui grâce au Conseil national des greffiers ne sont pas révélateurs de ce qui se passe vraiment. D'ailleurs, je souligne à ce propos parce que j'ai lu dans divers endroits que c'était un scandale que les tribunaux de commerce puissent ouvrir des procédures collectives sans que le débiteur soit présent. C'est la conséquence du fait que l'on n'ouvre que sur déclaration de cessation de paiement. Il n'y a plus d'assignation aujourd'hui qui puisse prospérer. Pour ce qui est de ce qui va venir, de ce qu'on peut anticiper, effectivement, nous pensons que nous allons avoir les petites entreprises, les petits opérateurs qui étaient déjà en difficulté et qui étaient déjà, en particulier ceux qui avaient ouvert une procédure collective avant le 12 mars, qui eux vont connaître une situation très délicate puisqu'ils n'ont pas eu accès aux moyens déployés par l'État et pour la plupart ils sont sans chiffre d'affaires depuis 2 mois et demi. Donc là on peut penser que nous allons avoir des liquidations rapidement. Pour le reste, je partage assez l'avis de Xavier Hubert, on va avoir plusieurs vagues. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous poussons dans la discussion que nous avons avec les justiciables et dans l'écoute que nous leur accordons, les procédures amiables. Car les procédures amiables sont celles qui sont des procédures de négociation et qui sont comprises dans le cadre de la prévention, en particulier le mandat ad hoc et conciliation, et en particulier la conciliation. Et nous avons fait une proposition à Madame la garde des Sceaux d'améliorer, ou tout au moins d'aménager la conciliation pour une durée déterminée, qui serait une conciliation dite économique et qui permettrait d'introduire la notion de suspension provisoire des paiements dans le cadre de la conciliation, uniquement à destination de certains créanciers ou stratégiques ou qui ont une créance particulièrement importante, pour forcer à la négociation. Cette suspension provisoire des poursuites n'empêchant pas le paiement des dettes
des dettes échues pendant le temps de l'état d'urgence. Pourquoi faisons-nous cette proposition? Parce que nous estimons que le problème immédiat lors du déconfinement va être le financement de la reprise. Or, si la seule protection que les débiteurs défaillants, mais qui sont aussi créanciers impayés, peuvent trouver, c'est d'aller se réfugier dans une procédure collective, tout le circuit du crédit interentreprise va être gelé et par un effet domino, on va avoir un manque de cash important. Ça, c'est pour l'immédiateté. Pour ce qui est de l'avenir, moi, je ne sais pas dire ce qui va arriver. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui puisse le dire. Nous avons effectivement des textes. Ces textes sont aménagés, comme l'a souligné le professeur Mousselgal, et permettent de faire face à la situation, mais ils n'auront qu'une durée limitée. Est-ce que derrière, nous allons avoir de scénarios, d'hypothèses, c'est-à-dire catastrophe, formule Xavier Hubert, enfin, pour moi, en termes d'hypothèse, dire est-ce que si nous avons 10% des entreprises françaises qui se retrouvent devant les tribunaux en termes de procédure collective, effectivement, là, il va y avoir un problème, j'allais dire, de logistique judiciaire. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les tribunaux peuvent sans problème actuellement absorber une augmentation d'activité de l'ordre de 40%, ce qui correspond à peu près à la chute du contentieux depuis 10 ans, et nos tribunaux sont restés j'allais dire, positionnés sur la même activité, donc avec une diminution d'activité. Pour ce qui est de ce que l'on peut proposer aux entreprises aujourd'hui, je crois qu'il faut pousser au maximum les procédures de prévention. Il faut que les entrepreneurs fassent appel à leurs conseils et n'hésitent pas à venir au tribunal qui est, j'allais dire, c'est vrai, souvent perçu sous un aspect coercitif, répressif, négatif. Or, les procédures de prévention sont effectivement des procédures confidentielles, il faut le rappeler, et devraient permettre à nombre d'entre eux de passer au moins les premières portes à venir. Pour le reste, je crois que nous sommes tous dans l'expectative. Très bien. Merci, Président. Monsieur le professeur, il ne faut pas aller un peu plus loin du côté du législateur par rapport à ce que nous ont décrit Monsieur Hubert et le Président Richelme? Je pense que c'est un bon début. Je pense que, comme je l'ai dit, c'était des mesures d'urgence. Il y en a quand même beaucoup, hein. Je suis allé très vite. Les présidents en ont parlé. C'est plutôt bien. Est-ce qu'il faut aller au-delà? Certainement. Alors, j'entends bien cette idée d'aménager la conciliation, hein. Je voudrais vous donner un exemple que je donne toujours depuis quelques semaines. En 1919, le législateur a mis en place un règlement transactionnel qui a été un peu l'ancêtre, alors peut-être pas de notre conciliation, mais de nos processus modernes de concordat des années 70-67. C'est assez intéressant d'imaginer qu'en 1919, et on sait pourquoi, et on imagine pourquoi, et ça a été refait d'ailleurs en 1935, mise en place d'une procédure un petit peu spécifique. Donc je rejoins assez le président Richelme en disant il faut mettre en place quelque chose de spécifique ou aménager quelque chose d'existant, revoir la conciliation avec des suspensions des poursuites, etc. Enfin, créer quelque chose parce que, j'allais dire, à circonstances exceptionnelles, procédure exceptionnelle. Et en réalité, je réfléchis un peu comme tout le monde, et je me dis on va avoir des catégories totalement différentes qui vont avoir des difficultés. Il y a les grandes entreprises, c'est une chose. On a des entreprises moyennes, c'est autre chose. Et puis on a aussi toutes ces petites entreprises, le commerçant, le restaurateur du coin, etc. Et ces petites entreprises, comment va-t-on les traiter? Vous parliez tout à l'heure du nombre d'entreprises qui peuvent être traitées par les tribunaux. Ce nombre, on n'a aucune idée de ce qu'il sera. Et dans ces petites entreprises, on a quand même deux catégories. On a celles qui, au 12 mars, fonctionnaient, étaient à peu près en état de marche, étaient viables. On a celles qui, de toute manière, l'étaient plus. Et pendant cette période, et c'est là que ça devient très compliqué, on peut prendre toutes les mesures qu'on veut. Les cas généraux ne couvriront jamais les cas spécifiques. Quand vous prenez le petit restaurateur, le petit commerçant, même le coiffeur, vous n'avez pas la même difficulté entre celui qui loue son salon en province, qui la loue pas très cher, qui va s'en sortir, qui va pouvoir négocier avec son bailleur, celui qui est à Paris, qui a un loyer extrêmement important, qui au bout de 2 ou 3 mois, même si on repousse, ne pourra pas faire face, etc. Je me demande s'il ne faudrait pas avoir
carrément un dispositif judiciaire spécifique. Alors, je rejoins un peu le président Richel, hein, on en avait parlé. J'ai un peu évolué en me disant, est-ce qu'il ne faut pas carrément un dispositif spécial, une espèce de procédure spéciale pour cette période, adaptée effectivement avec une suspension provisoire des poursuites, j'allais dire, à géométrie variable. Bon, si on est dans la petite procédure de la petite entreprise, pardon, la confidentialité n'a certainement pas, à mon sens, une grande importance pour le coiffeur du coin. Pas son problème. Son problème, c'est plutôt de le faire venir devant vous. Parce qu'il risque, si on ne lui vend pas cette procédure, si on ne lui dit pas il y a quelque chose pour vous, de ne pas venir parce que la conciliation, le mandat ad hoc, c'est très bien. Alors, je vais peut-être m'avancer, hein, je vais peut-être susciter les critiques. J'ai un petit peu de mal à imaginer, j'entends bien que les petites entreprises viennent. Je crains plutôt que toutes ces petites entreprises, ces TPE, ces entrepreneurs individuels, en définitive, j'allais dire, ça passe ou ça casse. Et si ça casse, vu le nombre, ce sera quand même une catastrophe. Sur les TPME, c'est plus facile d'adapter le droit. Je pense que les conciliations et les mandats ad hoc vont être extrêmement efficaces s'ils arrivent à s'en saisir. Je pense qu'ils s'en saisiront si c'est nécessaire. Évidemment, tout ça il doit être accompagné par l'État. Par exemple, quand on parle des dettes fiscales, sociales, à un moment donné, il faut être sérieux, quoi. Il faut passer à l'effacement si c'est nécessaire. Alors peut-être aussi qu'il faut qu'il y ait un juge qui vérifie au cas par cas, rapidement, si l'effacement est justifié ou pas. Les bailleurs, les fournisseurs, il faut négocier avec. Là, je pense qu'il ne faut pas non plus entraîner des faillites en cascade. Et je pense qu'il y a un enjeu d'autant plus énorme chez les petits débiteurs, c'est que si on a un nombre trop important, ou même à mon sens c'est spectaculaire, hein, du nombre de petits débiteurs qui viendraient à déposer leur bilan, dans l'immense majorité des cas, on risque de les voir en liquidation judiciaire. Là, derrière une crise économique, on a une crise sociale parce qu'on a un nombre qui est très important. Dans les grandes entreprises, j'ai toujours pensé que les choses étaient différentes. Vous avez des instruments, vous avez des moyens, il y a des compétences autour. C'est pour ça, c'est peut-être un peu mon travers, j'ai tendance à dire, faisons encore plus attention aux toutes petites entreprises et certainement aux TPME, les petites boîtes de 10-15 salariés qui sont un peu toutes seules. Parce qu'on a beau dire, même si l'État essaye, même si vous essayez, au mieux, elles ont un expert comptable et ça s'arrête là. Voilà. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, je sais pas si Ok, merci beaucoup, je monsieur le suis Président. clair, mais je serais peut-être moi pour un. Voilà. Merci beaucoup. Maître Disbecq, Maître Didier de Cassini, vous qui accompagnez en droit les entrepreneurs et les entreprises sur le terrain, quel est votre avis à aujourd'hui? Et on terminera par Maître Charlotte Faure en tant que mandataire ad hoc, conciliatrice, administratrice judiciaire. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain des mesures prises? Vous en pensez quoi aujourd'hui? Maître Disbecq. Merci, bonjour à tous. Je, je voudrais prendre les mesures peut-être qui viennent d'être énoncées dans les effets qu'elles ont produits, euh, en faisant observer qu'essentiellement, elles produisent un effet sur la trésorerie des entreprises et non pas sur leur niveau d'endettement et donc sur leur niveau de charge. Les dépenses de nos PME, TPE, mais des grandes entreprises aussi, se réduisent et pour certaines à très très peu de choses. Plus de paiement de charges sociales, plus de paiement de l'échéance fiscale, défaut de paiement des loyers, pas de remboursement d'emprunt. Les entreprises sont mises littéralement en état de coma artificiel. Parallèlement, certaines, mais une minorité, bénéficient d'aides et de subventions qui ne viennent pas augmenter le passif et qui, en revanche, soulagent le quotidien et permettent non pas de gérer la situation, mais de la supporter. Et on retiendra comme mesure emblématique, celle-ci a bénéficié au plus grand nombre, c'est évidemment la mesure de chômage partiel qui a un effet immédiat sur la trésorerie et sur les charges, puisque cela permet durablement de soulager la trésorerie de l'entreprise, de soulager son exploitation, et ça préserve à la fois les emplois d'aujourd'hui, les entreprises et surtout les emplois de demain. Le troisième volet des aides, c'est également un levier sur la trésorerie, c'est la possibilité d'augmenter l'endettement par la souscription de l'emprunt garanti par l'État ou les fameux emprunts à tout BPI. En réalité, on voit bien que cette construction
d'urgence et qui est extrêmement efficace, ne règle absolument aucun problème de fond. Et nous savons, et c'est l'une des raisons de notre réunion d'aujourd'hui, que les problèmes d'hier, lorsqu'ils existaient, se retrouveront à la sortie de ces situations de catastrophe, aggravées par l'alourdissement de l'endettement d'un grand nombre d'entreprises à la faveur de ces mesures qui permettent à cet endettement d'augmenter. Alors, en ce qui concerne les entreprises qui bénéficient du PGE ou d'autres emprunts, je dirais qu'il y a une espèce de contrôle à l'entrée, puisque les établissements bancaires en charge de l'instruction des dossiers n'ont pas ouvert aussi largement que possible le bénéfice de ces emprunts. En revanche, tout ce qui concerne le défaut de paiement de charge ou le non-paiement de charge bénéficie à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur situation au 12 mars. Et c'est ce que nous évoquons tous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'effet de discrimination, et c'est bien, et c'est d'ailleurs l'une des raisons de l'efficacité de ces mesures, c'est qu'elles bénéficient à toutes. La question, c'est ces mesures seront-elles utiles au sens de la pérennisation des activités de l'emploi? Et nous ne le saurons que dans les mois qui viennent. Et c'est là que nous aurons dans la réflexion que nous devons conduire tout à l'heure de la créativité à mettre en œuvre, comment accompagner cette sortie. Et bien sûr, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors je crois que le principal sujet, et je crois que Jean-Dominique de Cassini va nous en parler, c'est les effets de cette crise sur le crédit interentreprise, parce que si on peut imaginer que l'État prenne en charge une grande partie du passif qui est en train de se créer, tout le passif interentreprise, mais ça comprend aussi des bailleurs, devra être traité de manière beaucoup plus fine, et non pas de manière générale, car on n'imagine pas que l'État prenne en charge la totalité des loyers impayés pendant la période, prenne en charge la totalité des échéances d'emprunt non remboursées pour ceux souscrits antérieurement, ou prenne en charge le montant des fournitures ou des services qui auront été suspendus, enfin, dont le prix et dont le paiement aura été suspendu pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. Donc, nous sommes confrontés à une situation d'une extraordinaire diversité que les précédents intervenants ont relevée, qui a été traitée par ces mesures d'urgence, mais qui ne pourront pas être traitées de la même manière à la sortie. Mais j'anticipe peut-être sur la question de tout à l'heure, c'est-à-dire le troisième sujet, sur l'anticipation de la reprise. Merci beaucoup, Maître. Maître de Cassini, que pensez-vous, vous, en complément de tous les intervenants et de Maître Gisbecq, d'un point de vue droit sur le terrain, en assistance des sociétés en difficulté, de ce qui a été mis en place et des difficultés rencontrées? Bonjour à tous. Je suis un petit peu désolé parce que je vais être assez négatif dans cette première phase. Après, pour laisser évidemment l'espoir qui viendra dans la dernière question. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que les entreprises se sont effectivement mis sous cocon. Et on a vu des entreprises qui ont arrêté évidemment de payer les charges sociales. Certaines ont arrêté de payer la TVA, même si ça ne fait pas plaisir à l'État. Certaines ont utilisé à plein le chômage partiel. Évidemment, les loyers n'ont pas été payés. Les principaux fournisseurs, les plus gros, ceux qui étaient plus solides, n'ont pas été payés. Les entreprises ont payé que les petits ou les stratégiques. Bref, il y a eu une mise sous cocon des entreprises avec évidemment en face une accumulation très significative des dettes qui portent sur ces entreprises. Et on se dit, bon, on est dans une première phase, c'est une phase de crise, etc. En fait, je ne pense pas que nous sommes encore dans une phase de crise. Aujourd'hui, on a comparé cette crise à un tsunami. On est au moment où la mer sortir, au moment où les gens plient leur transat, essaient de ramasser les jouets des enfants et remontent tranquillement vers les appartements. Non, la vague va arriver. Et en fait, la problématique va revenir d'un point très simple. C'est que les entreprises se sont arrêtées complètement. Donc en fait, elles ont consommé leur stock au maximum, elles ont encaissé leur compte client, et aujourd'hui, il y a plus rien. Il y a plus rien. On va démarrer des entreprises from scratch, c'est-à-dire qu'il va falloir
reconstituer un compte fournisseur, pardon, un compte client, puisque les clients vont pas payer tout de suite. Les entreprises, les banques, les facteurs vont être très réticents à mobiliser ce compte client parce que ça sera un compte client qui sera fragile. Toutes les entreprises seront fragiles. Et en plus, les clients seront pas assurés, puisque les assureurs crédits, vous l'avez constaté, en France, se retirent massivement des entreprises, contrairement à l'Allemagne, hein. Contrairement à l'Allemagne, où des mêmes assureurs crédits continuent à assurer en Allemagne et n'assurent pas en France, parce que les dispositifs n'ont pas été mis en place. Donc on aura le compte client à financer, les stocks, il faudra les reconstituer et en face de ça, le crédit fournisseur n'existera plus. Parce que vous ne pouvez pas aller voir un fournisseur à qui vous devez 60 ou 90 jours d'encours, lui expliquer qu'on va lui remettre encore 45 ou 60 jours de fournisseur en plus. Donc en fait, on a un vrai problème aujourd'hui, c'est non pas de gestion de la crise actuelle, mais de prévision du redémarrage de l'activité. Et là, je suis désolé, Monsieur le Président Richel ou professeur, je suis inquiet sur les mesures. Parce que soit effectivement, les sociétés auront bénéficié des prêts à tout, des PGE, etc., et ils auront de la trésorerie, et il faudra concilier avec l'ancien passif pour traiter. Mais on aura, et à ce moment-là, il n'y aura pas trop de problèmes. Il faudra aller gérer en fait le fait que les PGE ne servent pas à payer le passé, mais servent à financer l'avenir, qui permettra après de payer le passé. Mais je suis inquiet pour toutes les sociétés qui n'ont pas eu accès à ces prêts. Parce que les sociétés qui n'ont pas eu accès à ces prêts, même si elles ont gelé du passif, elles ne redémarreront pas. Elles ne redémarreront pas et il faudra très probablement trouver des procédures beaucoup plus, j'allais dire, contraignantes pour les faire redémarrer. Mais ça, c'est la troisième question, donc je le laisserai dans la troisième phase des questions de Cédric. On va y venir. Merci beaucoup. Maître Fort, qu'est-ce que vous observez, vous, en tant que mandataire ad hoc, conciliatrice, administrateur judiciaire sur le terrain? Oui, bonjour à tous et merci. Ce qu'on observe, bien sûr, c'est que les premières mesures qui ont été instaurées étaient des mesures de survie, hein, pure et simple, c'est-à-dire on se replie, on s'assoit sur la trésorerie et on survit, mais on crée un stock de dettes et comme cela a été dit, toute la question est maintenant de savoir comment on va traiter ce stock de dettes et comment on va pouvoir trouver des solutions pour que dans un contexte de crise économique qui arrive, on puisse se relever avec un boulet, parce que c'est un boulet de la dette au bilan, ça complexifie toujours le cours de l'entreprise. Je dirais que les premières mesures sur le plan de la trésorerie ont été un pis-aller. On aurait pu opter pour des réinjections de liquidités massives. Certains avaient pu militer pour que, par exemple, la restitution de charges des 3 mois précédents interviennent pour donner vraiment de l'air à l'entreprise. Mais c'est finalement l'outil de la création de dette qui a été retenu. Et les mesures en termes de délai, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. C'est une bonne chose. Elle visait à ce qu'aucun dirigeant ne puisse être pénalisé du ralentissement général de l'activité en France. Les extensions de délai sont venues allonger quelques procédures. On a notamment l'amiable qui a été significativement, enfin la procédure amiable de conciliation qui a été significativement allongée. Et puis la possibilité aussi de recourir à des outils méconnus, la médiation du crédit, la médiation des entreprises. Alors la médiation du crédit, on la voit à l'œuvre et j'entends beaucoup de bien du dispositif. Voilà, ce sont encore une fois des mesures d'urgence, d'immédiateté et je pense que l'intérêt de ce webinaire était de poser ce constat simple pour surtout évoquer la suite et les outils qu'on peut préconiser et les praticiens et les universitaires ont beaucoup d'idées, donc je me réserve pour la question 3. On va y venir, merci beaucoup. En fait, en complément, moi, en tant qu'homme du chiffre, on voit bien, et étant effectivement régulièrement en contact sur les innovations, sur ce qui est mis en place avec Bercy et les différents services qui sont au feu et au front, on voit bien que la création massive de passifs fiscal et social permet de tenir les entreprises, comme vous l'avez très bien dit, en cash
les mois de mars et avril et début mai. Les prêts à tout, les prêts ETI, les PGE garantis par l'État devraient permettre, dans l'esprit, d'aider pour les entreprises qui ont pu les avoir, comme vous l'avez très bien dit, le redémarrage en mai, en juin, juillet. On verra ce qui se passe en août. Et comme on sait qu'il y a à peu près, sauf si mes chiffres sont faux, aujourd'hui 10 milliards de prêts de PGE consentis, signés, peut-être pas décaissés, il reste quand même une grosse enveloppe derrière et ça devrait aider à financer également le deuxième redémarrage au mois de septembre. Le seul problème, comme vous l'avez très bien dit, et c'est ce qui va, et ça fera la transition vers l'intervention du président Richem derrière sur comment les tribunaux de commerce gèrent-ils les procédures. Le problème va être pour toutes les entreprises qui ont bénéficié de retard fiscal et social, mais qui n'ont pas pu obtenir de prêts garantis par l'État et de prêts bancaires pour réussir leur redémarrage. Alors, Monsieur le Président, les tribunaux de commerce, comment se sont-ils adaptés aujourd'hui et comment gèrent-ils les procédures dans cette période de confinement et à venir de sortie de confinement? Donc, je disais, par rapport à l'organisation, c'est ce que je disais précédemment, nous fonctionnons dans le cadre des ordonnances et des circulaires, donc avec un dispositif allégé. Pour autant, nous pouvons traiter en particulier tout ce qu'il y a. Le gros de l'activité aujourd'hui, c'est bien sûr les difficultés des entreprises. Ce qui se va être plus intéressant d'un point de vue organisationnel, je pense pas, pas d'un point de vue économique, c'est la façon dont on va sortir de ça et la façon dont on va pouvoir faire la transition entre la manière dont on traite aujourd'hui et la manière dont on traitera demain. Il y a des éléments que nous souhaitons pouvoir maintenir, le juge unique, l'utilisation de la visioconférence qui va nous permettre de fonctionner de façon plus rapide, plus rationnelle, puisqu'on n'a pas encore de certitude quant à la reconstitution des formations de jugement. Sur le fond, sur les dossiers eux-mêmes, je crois qu'il va falloir non pas prioriser les dossiers dans les tribunaux, mais il va falloir plutôt distinguer les dossiers. On va avoir les petits et les grands. Et je reviens sur ce que disait Maître de Cassini. Effectivement, on a des entreprises aujourd'hui, on les voit, qui sont en apnée. C'est-à-dire, et je diffère là juste un peu de son point de vue, c'est qu'elles tiennent par les dispositifs, elles tiennent parce qu'elles avaient un peu de trésorerie avant le début de la crise, mais il y a un point, je crois, sur lequel on doit vraiment s'attarder, c'est aujourd'hui le blocage des paiements. Le médiateur du crédit de la Banque de France en a fait l'écho, le président de l'Ordre national des experts comptables aussi. Grand nombre d'entreprises aujourd'hui ne paient pas leurs fournisseurs, ne paient pas leurs charges. Et donc, la transition va être de pouvoir traiter ces gens qui, lorsque l'on va redémarrer, ont des comptes clients, mais non pas qui sont asséchés, mais qui ont des comptes clients qui sont impayés, qui eux-mêmes ont des comptes fournisseurs qui sont aussi impayés, qui ont un peu de trésorerie, qui peuvent repartir, mais qui ne peuvent pas faire face aux dettes de la période de confinement. Je crois que ça va être le sujet, et ce sera surtout le sujet, effectivement, pour les plus petits opérateurs. Donc, ce qu'il va falloir essayer de traiter de façon très pragmatique, ce sont les dossiers d'avant le 12 mars et les dossiers d'après le 12 mars. Oui, mais actuellement, les tribunaux de commerce, c'est efficace, ça marche bien. Je crois que le Conseil national des greffiers vous pouvez nous décrire un peu ce qui a été fait et l'efficacité et mettre fort, on l'interrogera derrière sur les procédures, mais actuellement, ça marche assez bien, non? Actuellement, ça marche assez bien, ça marche même, oui, ce que je disais tout à l'heure, la commission sénatoriale nous dit vous êtes la juridiction qui fonctionne peut-être le mieux, de façon dégradée, certes, puisqu'on ne traite pas tout. Ce qui a été mis en place, c'est
savez que nos greffiers au sein de leur conseil national ont eu une réflexion et ont sélectionné un opérateur national, au plan national, pour que tous les tribunaux de commerce puissent bénéficier d'un système de visioconférence. Par ailleurs, le greffe numérique était déjà bien avancé avant le déclenchement de la crise, puisque nous avons une convention de Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, conférence générale sur la dématérialisation du tribunal, avec une feuille de route qui est certes aujourd'hui, j'allais dire, qui sera à aménager et qui a pris du retard, mais dans lequel on inclut aussi la signature électronique, toutes ces choses-là. Donc, ces dispositifs ont permis d'avoir aujourd'hui des tribunaux où vous avez des audiences dématérialisées. Les textes nous ont permis d'avoir le juge unique, ce qu'on appelle le juge chargé de l'instruction de l'affaire, le juge CIA dans les procédures collectives. Et puis, nous sommes aussi, j'allais dire, grâce au dévouement des présidents, qui sont à peu près partout en première ligne, des juges qui acceptent de venir, nous avons pu maintenir cette activité, ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises sont accueillies dans les tribunaux. Très bien. Merci beaucoup. Maître Faure, aujourd'hui, vous confirmez que ça se passe, c'est quand même très bien organisé et ça se passe assez bien? On constate que les juridictions consulaires ont fait un effort, et quand je dis les juridictions consulaires, je parle des présidents, je parle des juges et des greffiers qui se sont efforcés de maintenir une continuité du service en se renouvelant, parce que les greffes et les audiences sont dématérialisées, des audiences en visioconférence sont organisées, les dépôts aux greffes sont simplifiés, donc il y a une agilité et une volonté de maintenir qui doit être saluée, tout simplement parce que c'est, à mon sens, la manifestation tangible de l'intérêt qui est porté aux entreprises par la juridiction et de l'état d'esprit bienveillant que décrivait précédemment le président Richel. Donc, une continuité de service avec toujours les mêmes outils, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, les procédures amiables, plus que jamais, offrent un cadre souple, rapide et agile, complètement confidentiel. Il ne s'agit pas ici de faire un cours sur les procédures amiables, mais quelques principes très simples en quelques mots. C'est 1, le dirigeant reste à la tête de ses affaires. 2, c'est complètement confidentiel. 3, le mandataire ad hoc ou conciliateur qui va être désigné n'aura aucun rôle opérationnel, mais simplement celui de venir incarner le tiers de confiance qui engage son indépendance et sa crédibilité dans les informations fournies pour établir le diagnostic. Donc à partir de là, on peut discuter. Et si un cadre comme cela a été posé, c'est qu'il est nécessaire de discuter. Donc on a aussi des leviers de négociation par le fait même d'exister. Et je pense que ça va devenir un outil de gestion particulièrement utile dans une phase où effectivement les procédures judiciaires vont être peut-être plus lourdes et plus complexes encore qu'avant. Donc les tribunaux fonctionnent, les tribunaux ont une approche pragmatique de gens du terrain, puisque les juges consulaires sont avant tout des entrepreneurs, et se sont organisés pour répondre aux besoins particulièrement, et je pense que l'outil amiable est vraiment l'outil le plus pertinent à ce stade. Donc j'engage encore plus qu'avant les dirigeants à faire un pas de côté et à anticiper les risques opérationnels ou les risques d'impasse de trésorerie pour les environnementer dans des procédures amiables. Merci beaucoup, maître. Donc, comme il nous reste à peu près 35 minutes jusqu'à 10 heures, je voudrais en profiter pour passer sur l'anticipation de la sortie de crise. Monsieur Hubert, comme vous avez un passé professionnel très riche, entre votre ancien rôle de procureur de la République, vous avez été à Bercy et aujourd'hui maintenant vous êtes à la direction juridique d'un grand groupe français. Comment anticiper un peu la sortie de crise à votre avis? Quels vont être les premiers effets? Et compte tenu de votre expérience multiple et polyculturelle public-privé, à votre avis, il va falloir faire attention à quoi? Et nous reviendrons derrière avec le professeur Roussel-Gall et on enchaînera sur l'ensemble des intervenants. Écoutez, merci. Je pense que répondre à cette question n'est pas simple, parce qu'en réalité,
C'est un peu c'était le point d'entrée de notre débat et de notre conférence aujourd'hui, c'est que on ne sait pas encore vraiment de quoi demain sera fait. C'est-à-dire que le 14 mars, personne ne savait où on allait et qu'on avance dans le temps avec un déconfinement le 11 mai. On ne sait pas comment les autres entreprises vont reprendre, l'activité va reprendre, etc. Et tous les points qui ont été soulevés ce matin, entre le crédit inter-entreprise, des situations aujourd'hui des entreprises, enfin, ce sont des choses réelles. Je pense que la question qu'on doit se poser, c'est d'abord, je pense qu'il faudra, si effectivement on doit faire face à une crise que nous n'avons jamais connue en tant que telle, parce que nous avons vraiment une crise qui touche tous les pans de l'économie, et que ça se traduit par véritablement un surcroît, voire un nombre énormément important d'entreprises en difficulté ou ayant de grandes difficultés, je pense qu'il faudra faire preuve pour la période des 2, 3, 4 ans qui viennent de beaucoup d'imagination. Et que si ça veut dire qu'on doit faire de l'imagination, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles aujourd'hui tout notre système non pas de droit, mais de la manière dont notre système a été construit, on devra pouvoir aménager un certain nombre de points. On doit garder la structure globale de notre système de traitement des entreprises en difficulté, encore une fois de l'amont à l'aval, avec tout ce qui est médiation et tout ce qui est conciliation et de l'autre côté procédure collective. Mais je pense qu'il faudra faire preuve d'imagination pour plusieurs choses. Un, permettre aux toutes petites structures, si véritablement ils n'ont plus de perspective, de les liquider très vite pour permettre aux auto-entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs ou microstructures avec quelques salariés de pouvoir repartir très vite. Il faudra mettre en place des procédures comme un système être fort sur la médiation, sur aussi les mandats ad hoc, etc. Il faudra aller un beaucoup plus loin dans tout ce qui va être règlement alternatif des litiges. Et il ne faudra pas hésiter de pouvoir donner, dès lors que ces modes alternatifs de règlement des litiges se feront par des professionnels du droit, ou en tout cas avec l'accord de professionnels du droit et à la fin de la signature de professionnels du droit, de leur donner un caractère exécutoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous faites un règlement alternatif d'un litige, vous faites de la médiation, vous faites un accord, etc., en cas de difficulté d'exécution ou en cas, je dirais, de désaccord lors de l'exécution, ben vous repartez sur la case zéro judiciaire. Et donc, ça veut dire que là, vous refaites une étape, vous avez perdu 12, 15, 16 mois, voire 2 ans, et donc il faudra avoir un vrai titre. Et ça renforcera et ça donnerait une vraie efficacité à toutes ces procédures, je dirais, amiables, entre guillemets, et alternatives. Il ne faut pas hésiter aussi à toucher quelques tabous, comme l'idée aujourd'hui de permettre, par exemple, aux dirigeants d'entreprise, de certaines entreprises, de pouvoir, dans le cadre d'un plan de redressement, au pire de liquidation, plutôt de redressement, par exemple, de pouvoir d'entrée de jeu, proposer le rachat de leur propre structure, ce qui aujourd'hui est exceptionnel avec une autorisation spécifique du parquet. Il faut leur permettre de racheter leur structure, parce que l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas fautifs. Le Covid, ce n'est pas eux, leur situation n'était pas gérer une entreprise pouvait aller à peu près correctement et ils se retrouvent dans une situation qui est complètement externe. Il faut leur permettre de pouvoir racheter leur structure très vite. Les liquidations, il faut permettre, il faudra aussi penser que pour les microstructures, les toutes petites structures, encore une fois, qu'on puisse prononcer, mais non pas en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, mais en quelques heures, à peine, de façon à leur permettre de pouvoir repartir. Et de l'autre côté, ensuite, vous permettre aux juridictions consulaires de se concentrer sur les dossiers des entreprises qui sont beaucoup plus importantes en termes d'emploi, en termes de pérennité, voire de positionnement régional, parce que c'est un vrai sujet aussi auquel on va devoir confronter. C'est-à-dire qu'on parle toujours des grands groupes nationaux, mais localement, régionalement, au niveau départemental, quelques entreprises font la structure économique de la zone. Et si elles se retrouvent dans la juridiction consulaire, il faudra véritablement qu'on ait du temps et que les juridictions puissent véritablement se concentrer sur ces situations-là. Donc ça veut dire, globalement, il faut qu'on passe dans une vision d'urgence avec des moyens très multiples et une vision des moyens très multiples. Et un point aussi sur lequel il ne faut pas oublier, c'est que les professions du droit et du chiffre sont aussi extrêmement touchées. Donc ça veut dire que tous les acteurs, ou une grande partie des acteurs aujourd'hui qui sont autour des entreprises ou qui sont sur le secteur du droit et du chiffre, vont se retrouver eux-mêmes en grande difficulté. Et que ça veut dire là aussi qu'on doit avoir cette réflexion-là parce que ça va avoir une incidence très forte globalement dans le tissu, je dirais, autour des entreprises, dans le tissu autour des juridictions consulaires, qui leur permettra de passer, je dirais, cette phase-là aussi. Merci beaucoup, c'est très utile. Et en tant qu'ancien procureur, effectivement, autoriser un entrepreneur à racheter son entreprise, débarrasser des dettes, effectivement, c'était exceptionnel, ça sera un peu moins. Mais vous avez raison, il faut que ça reste encadré pour que ce soit bien fait et qu'il n'y ait pas d'abus. Vous avez parfaitement raison.
Merci beaucoup, très très utile. Monsieur le professeur, en prospective et en innovation, comme le disait Monsieur Hubert, il va falloir faire preuve d'inventivité. À votre avis, légalement, il faudrait aller vers quelles innovations sur un peu les pistes qu'a présentées Monsieur Hubert? Alors, merci, je rejoins tout à fait ce qu'il a dit. Alors, moi, je suis professeur, hein, je dis toujours, je ne suis pas praticien. En plus, j'étais déconnecté, donc je n'ai pas tout entendu. Mais je voulais réagir. Premier point. Faire attention, à mon avis, de ne pas trop secouer notre droit des procédures collectives. J'entends par là, on a un droit qui fonctionne, mandat ad hoc, conciliation, etc., qui fonctionne bien, qui est en phase de révolution ou de modification au regard de la directive, c'est une chose. Je crois qu'il faut faire très attention de ne pas introduire dans ce droit des choses qui seraient ponctuelles, provisoires et qui vont en quelque sorte déséquilibrer le système. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des changements. En revanche, il faut être très innovateur et très imaginatif, comme le disait M. Hubert. Par exemple, pour les toutes petites entreprises, j'en parlais tout à l'heure, est-ce qu'il faut un système spécifique? Vous parliez parfois de quelques heures, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut inventer quelque chose à mi-chemin entre le rétablissement professionnel. Malheureusement, je vous rappelle qu'il ne fonctionne pas, le rétablissement professionnel. Mais il faut imaginer quelque chose de telle manière à ce que la petite entreprise elle puisse soit très rapidement être liquidée parce qu'elle n'était pas viable, parce qu'elle est dans un secteur qui ne va pas redémarrer, soit être redressée rapidement. J'entends parler de rachat de l'entreprise et autres. N'oubliez pas que dans notre droit, on a quelque chose qui n'existe pas vraiment, qu'on n'utilise pas, ça s'appelle l'effacement de dette. On peut aller vers une décharge d'une partie des dettes dans le cadre d'un plan de redressement qui ne porterait pas ce nom-là, ou dans le cadre d'un accord, je ne sais pas trop comment on peut inventer cela, peut-être sous l'égide du juge, voire avec des moyens accordé au juge dans certains cas, mais je pense qu'il y a certaines dettes qu'il ne faut pas avoir peur d'effacer. Parce que quand on a des instruments, des accords, je reviens toujours à mes petites entreprises, ça va être extrêmement compliqué. J'entends bien Maître Fort, mais si on parle des petites entreprises, on va avoir une déferlante de petites boîtes qui vont avoir besoin d'une aide ponctuelle. Un petit accord qui va se négocier très rapidement avec un bailleur qui peut ou qui ne peut pas supporter un effacement d'une partie de ses dettes, parce qu'il y a aussi l'autre problème de la faillite en cascade. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'inventer des process spécifiques, ponctuels, provisoires, pour essayer de passer ce cap-là. Mais en faisant attention, je le dirais, de plus en plus en écoutant, en me disant, si on modifie trop nos instruments, on risque ensuite de se poser des questions, en disant, est-ce qu'on n'a pas perverti un petit peu notre droit? Autre remarque, faisons attention, quand je disais le rétablissement professionnel ne marche pas. C'est peut-être aussi le moment d'avoir des procédures spécifiques parce qu'elles seront beaucoup plus utilisées par les chefs d'entreprise. Si demain vous leur dites, on a créé une petite procédure de conciliation économique spécifique pour ce cadre-là, vous n'aurez peut-être pas le frein que vous avez aujourd'hui, par exemple pour le rétablissement professionnel, ou même la conciliation, le mandat ad hoc pour les petits. Et je suis désolé de me répéter, mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu énorme sur toutes ces petites entreprises qui risquent, pour certaines, de disparaître parce qu'elles n'arriveront pas à faire face. Je me posais la question, je me disais, vous prenez le petit restaurateur qu'on va liquider parce qu'on n'arrive pas à le redresser. C'est assez dramatique parce qu'en définitive, il va se retrouver au chômage, encore qu'il n'a pas le droit au chômage. Et parallèlement à ça, on va vendre son fonds de commerce, on va vendre son activité, pas grand-chose parce qu'il n'y aura pas d'acheteurs. Si on arrive à faire redémarrer assez rapidement, et très rapidement, je pense que c'est des procédures qui doivent durer 15 jours ou un mois, on arrive à redémarrer en effaçant une partie de ses dettes et en lui gardant son fonds de commerce, quitte à ce qu'il en paye une partie, qu'est-ce qu'il peut supporter en définitive? Est-ce qu'il est viable? Qu'est-ce qu'il peut payer? Est-ce qu'il peut continuer? C'est un peu ça qu'il faut peut-être réfléchir pour trouver. Moi, plus j'y réfléchis, plus je vous écoute, plus je me dis, il ne faut pas avoir peur d'inventer des procédures spécifiques. Alors, on ne va pas refaire un redressement judiciaire ou une sauvegarde ou un mandat ad hoc ou une conciliation qui pourront être utilisés et qui seront utilisés, mais peut-être inventer des dispositions, voire des procédures spécifiques pour certains cas. Je pense que ça mériterait réflexion, mais c'est un avis d'universitaire. Les universitaires, on a toujours des
Et voilà, en tout cas, mes réflexions. J'espère que ça vous aidera. Et je suis malheureusement obligé de vous quitter pour une autre réunion. Merci, monsieur le professeur, très très utile. Monsieur le président Richelme, si on revient quelques années en arrière, quand vous étiez à la tête du tribunal de commerce de Marseille, si on part sur les idées du professeur Roussel-Gall, ça vous inspire quelle réflexion sur la preuve d'innovation, d'esprit d'initiative qu'il va falloir avoir dans l'assistance des dirigeants et des entreprises en difficulté dans les semaines et mois à venir? Effectivement, c'est assez confortable de m'exprimer après Xavier Hubert et le professeur Roussel-Gall. C'est aussi un peu frustrant parce que chacun, pour leur part, ont exprimé des idées que je partage. Je crois que le constat qu'on peut faire, c'est que cette vague de défaillance économique que tout le monde pressent et que même que tout le monde pressent n'a pas encore reçu de traduction judiciaire. Et je crois que il faut considérer notre droit des entreprises en difficulté ou notre droit de la faillite, comme certains universitaires l'appellent, comme un élément essentiel pour, d'une part, endiguer la vague, mais aussi pour préparer ce futur qui, effectivement, ne pourra pas exactement fonctionner sur les mêmes bases que ce que nous avons aujourd'hui. Moi, je crois tout à fait qu'on doit pouvoir fonctionner de façon un peu différente en permettant à certains entrepreneurs de reprendre leur société, pousser le rétablissement professionnel. Je suis tout à fait d'accord avec ça, sous certaines réserves, bien sûr. Mais comme le disait Philippe Roussel-Gall, le rétablissement professionnel aujourd'hui, c'est pour toute la France un peu moins de 100 demandes d'ouverture par an. Demandes d'ouverture, ça ne veut pas dire que ce sont des ouvertures de rétablissement professionnel, mais ce sont des demandes. Donc, c'est une procédure qui n'est pas utilisée. Permettre à un dirigeant de reprendre sa société, c'est vrai que dans le contexte de la crise actuelle, c'est un élément à regarder parce que la responsabilité de l'entrepreneur est certainement pas engagée. Pour autant, il va falloir faire très attention parce que nous avons des créanciers, parce qu'il va falloir que le juge puisse, fort du rapport de l'administrateur judiciaire, évaluer le passif et l'actif. Donc, et c'est pas. Alors, effectivement, il ne faut pas que ce soit une affaire de plusieurs mois, mais c'est peut-être pas une affaire de quelques heures non plus. Donc, il va falloir trouver une façon de travailler. Ensuite, sur une réflexion plus longue, je crois que ça va remettre en action des idées. On peut effectivement aujourd'hui s'interroger sur l'efficacité globale de notre droit des procédures collectives. Quand on sait que 70% des ouvertures de procédures collectives aboutissent à une liquidation judiciaire quasi immédiate, que 80% des plans de continuation échouent. Donc, il va falloir se reposer la question, effectivement, du rôle que joue en matière économique le redressement judiciaire, le fait de pouvoir liquider rapidement et de faire repartir l'entrepreneur. Tout ça, je crois que ce sont effectivement des sujets sur lesquels il va falloir travailler. Le problème, c'est qu'autour de cette table ronde, là, nous avons des praticiens et des gens qui sont donc au contact de l'entreprise et qui savent vraiment la réalité. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'impression quand même Maître que nous Lisbeck, sommes Maître de dans un Cassini, contexte où l'orthodoxie, dans le l'assistance catéchisme des entrepreneurs en difficulté tous les jours, là, dans les semaines et mois qui viennent, prégnants qu'est-ce que vous voyez comme que initiative la qu'il faudrait prendre? nécessité d'agir et de faire évoluer Maître notre droit Lisbeck. des procédures collectives. Donc il y a, je pense, un véritable chantier pour les praticiens et pour les universitaires dans les mois qui viennent pour Merci profiter de Cédric. cette crise, pour Je crois adapter qu'il y a une notre question droit fondamentale à pour le laquelle rendre on va plus tous efficace. Et peut-être se par bien confronter, sinon des se aspects fracasser, plus justes c'est pour les qui dirigeants va supporter la charge qui n'ont finale de pas cette de dette qu'on est en train de responsabilité. constituer. L'exemple de la crise le montre, Et si on est un trouve cas un certes bouc particulier, émissaire, mais dont qui on est peut penser que ce sera la qui est collectivité bien nationale d'une manière ou significatif d'une autre, des
difficultés comment se fera le que transfert connaissent les entreprises. de la dette vers ce bouc émissaire final? Si on trouvait la réponse à cette question, on aurait, je crois, beaucoup plus de facilité à tracer une ligne continue et structurée pour dire voilà comment il faut faire. Comme on n'a pas cette réponse, moi je vais proposer trois idées parmi toutes celles qui ont été évoquées, ou plutôt en plus de toutes celles qui ont été évoquées, de façon à procéder pour le moment à un tamisage en quelque sorte des situations, de façon à ce qu'elles n'arrivent pas en bloc devant le tribunal de commerce, de façon également à procéder à une forme d'étalement du traitement de ces difficultés en fonction des circonstances. Donc je crois que la première idée, qui est partagée par tout le monde, c'est favoriser le rétablissement professionnel sans liquidation avec effacement des dettes. Le mot effacement des dettes ou l'expression a été employé par tout le monde. C'est pourquoi j'ai posé à titre liminaire qui va payer finalement. Je crois que cette procédure qui n'est pas utilisée doit être ultra simplifiée. Il y aura des effets d'aubaine, il y aura des fraudes, elles seront sanctionnées a posteriori. Il faut qu'on accepte l'idée de lâcher un peu ce désir, cette passion du contrôle colbertiste qui imprègne notre pays et qu'on se dise, on va faire un formulaire et on va laisser les gens engager un processus de rétablissement professionnel, car il s'agit bien d'individus, et non pas de sociétés, on parle de micro-entreprises, de façon à ce que un tribunal puisse constater de manière très formelle, un peu comme une injonction de payer, et après enquête d'un mandataire de justice, qu'en effet les conditions sont réunies, et pardonnez-moi l'expression, on pourra plier ces dossiers-là en quelques semaines, en fonction de la charge de travail des études de mandataires judiciaires, mais elles ont montré par le passé leur capacité à s'organiser et leur résilience devant ce genre de situation. La deuxième idée, qui va plutôt vers les grandes entreprises, c'est qu'on sait que l'une des principales difficultés à laquelle on est confronté lorsqu'on va demander un PGE, c'est lorsque la société bénéficie d'un crédit structuré, où va se situer le remboursement de ce PGE? Il va venir en augmentation de la dette globale de l'entreprise et par conséquent risquer de voir la mise en œuvre de covenants financiers liés à l'endettement. Est-ce que l'une des idées ne serait pas de considérer, et c'est la loi qui peut le faire, que l'endettement étant garanti par l'État à hauteur de 90% pour les petites entreprises et 80% pour les grandes, ne sera pris en compte dans le calcul des covenants qu'à hauteur de la partie non garantie. Ce serait une façon de limiter le recours à des procédures de mandat ad hoc et de conciliation pour traiter ce sujet et de saturer les études. Alors je sais que ce n'est pas encore le cas, et Maître Fort ne manquera pas de réagir sur ce sujet, mais on va avoir besoin de temps, on va avoir besoin de personnes, on va avoir besoin de professionnels, et s'ils sont occupés par ces grands dossiers, ils auront moins de facilité à traiter les innombrables petits dossiers que nous espérons voir arriver. Puis la troisième idée, qui n'est pas non plus un bouleversement dans notre droit, c'est pourquoi ne pas considérer par hypothèse que le recours au juge des référés, en espèces, alors qu'il peut être soit le juge de la conciliation, s'il y a une conciliation ouverte, soit le juge des référés de droit commun, sera également facilité en décidant qu'a priori, si le juge est saisi d'une demande de paiement, d'un loyer, d'une dette née pendant la période d'état d'urgence sanitaire, il aura le pouvoir, par dérogation aux dispositions de droit commun, d'autoriser, ou plutôt d'ordonner, le report à 2 ans, on reste dans la limite des 2 ans, du paiement de cette dette, ce qui laissera 2 années pour traiter le sujet, suspendra l'exigibilité de cette dette et, en quelque sorte, prolongera l'effet de confinement et l'effet de paralysie partielle cette fois de la procédure, enfin des dispositifs actuels, sans bouleverser le système judiciaire, le système juridique, et sans bouleverser l'économie des procédures collectives. Alors, on n'aura pas tout traité, mais avec ces 3 idées, peut-être, pourra-t-on limiter le recours aux tribunaux pour le traitement de fond des procédures collectives. Alors, j'ajoute en ce qui concerne l'ordonnance des référés, qui donc accorderait une franchise de 2 années sur ce passif parfaitement délimité quant à la date de sa naissance. Il faudrait l'accompagner d'un renvoi immédiat ou d'une convocation parallèle aux cellules de prévention, lesquelles pourraient conseiller aux chefs d'entreprise soit de déclarer la cessation des paiements parce que la situation ne serait pas limitée au problème du paiement de cette dette,
soit devoir recours à une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation, soit au contraire, la problématique étant identifiée sur uniquement cette question de la dette née pendant la période de pandémie, en l'état d'urgence sanitaire, donc permettrait d'accompagner le chef d'entreprise dans le bon choix dès le départ, parce que là aussi, le choix du mandat ad hoc ou de la conciliation des paiements négocié d'ici, il n'est pas utilisé à bon escient. C'est pas la peine d'envoyer des entreprises qui, de toute façon, doivent aller à la déclaration de cessation des paiements, négocier des accords inapplicables ou en tout cas inexécutables. Donc il y a un tri à faire au départ. C'est donc cette idée de tamisage, essayer de mobiliser tout le monde pour anticiper un peu sur la compréhension des difficultés et ne faire venir devant le bon juge ou la bonne juridiction ou la bonne formation que les dossiers qui sont adaptés à ce juge ou à cette formation. Ce ne sont évidemment que des idées, mais après on bouleversera peut-être le droit. Je crois que la transposition de la directive du 20 juin va être un bouleversement important. Ajouter une situation temporaire ou un droit temporaire pourrait nous compliquer à tous et surtout aux entreprises, singulièrement la vie. Alors que l'idée, c'est vraiment de les attirer vers les procédures existantes et donner à ces procédures existantes le maximum d'efficacité. On voit bien, et pardonnez-moi, après je conclurai, mais le seul fait d'avoir gelé la date de cessation des paiements au 12 mars a permis d'ouvrir un certain nombre de procédures amiables qui permettent non pas de régler les problèmes, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de prévision, mais en tout cas qui ont permis de les geler et d'organiser par anticipation, avec certains créanciers stratégiques, l'ébauche d'une discussion et les grandes lignes d'une sortie en fonction de ce qu'elle sera, de ce que sera l'économie à ce moment-là. Donc, prévenons et ensuite soignons. Merci beaucoup. Ah, vous avez raison, maître. Effectivement, la mise sous coma artificiel permet de garder les entreprises vivantes. Vous avez raison, le problème, ça va être le réveil et la progressivité du réveil. Merci beaucoup, très très intéressant. Maître Dodit Cassini, de votre côté, comme maître Disbecq, vous anticipez quels besoins et quelles innovations? Il y a le président Richem qui voulait dire un petit mot. Oui, merci. Oui, sur le dernier point qui a été abordé par Maître Disbecq, je veux dire, ça existe déjà en fait. Ça rentrait dans la technique, c'est le 611.7.7 qui permet d'aller au 1343.5 qui permet au juge d'accorder des délais. Merci, Président. Donc, Non, ce dispositif existe. Il est un peu lourd aujourd'hui point. puisqu'il fonctionne par assignation. Quelques points, Et parce c'est qu'il pour n'y a cela pas que nous grand-chose avons à proposé rajouter dans à tout ce qui a été cette dit. conciliation Le transfert de la aménagée dette, oui, effectivement, tu de as raison, permettre Antoine. d'avoir l'aspect Bon, cela suspension dit, la immédiate. dette, pour qu'elle ait une Je valeur, il faut sais qu'elle qu'il y soit a, nous savons remboursable tous qu'il y a un par texte qui est en celui préparation et qui qui l'a devrait contracté. être Et là, présenté aujourd'hui, je dans pense le que la mois. dette, elle est déjà morte parce Je qu'il pense y a que l'on beaucoup va aller vers d'entreprises qui peut-être un n'auront pas moyen aménagement de du rembourser cette dette. Donc, 611.7.5 le et du transfert, il est déjà 1343 là. Deuxième par point, le fait c'est qu'on va pouvoir peut-être effectivement, saisir par requête et non plus par on assignation. doit pouvoir Et donc, utiliser les ce que procédures vous amiables. proposez Faites sur le attention aux dernier point, dispositions internationales. Là, avec je suis cette en train de PAC, travailler sur un dossier alors où ça j'ai existe, c'est un une peu dette lourd, sous le droit et anglais je pense que ça a le et bon des sens bonds d'être aménagé. sous le droit de l'État de New York. L'ouverture d'une procédure de conciliation, ça rend la dette exigible et je ne peux rien y faire. Donc il faut la traiter différemment. Donc il faudra quand même une harmonisation des process au niveau international, déjà au niveau européen. Et je pense que ça va être compliqué parce que quand on voit déjà la simple notion d'entreprise en difficulté au niveau européen, on s'arrache les cheveux pour y arriver et pour rendre des PGE éligibles. Alors après, je suis tout à fait d'accord. Il faut pas se tromper de procédure. Hein, ne pas partir vers des procédures amiables, même améliorées, si au fond de l'entreprise, bah, il n'y a pas de moyen de se redresser par rapport à ça. On va devoir donc avoir plus de surveillance du juge et plus de pouvoir au juge. En fait, on va donner moi à mon avis, il faut donner plus de pouvoir au juge. Alors, sur le fond, PGE à tout, ceux qui auront bénéficié du PGE à tout, effectivement, une conciliation renforcée, pourquoi pas. L'idée étant à ce moment-là, d'étaler le passif et effectivement de reconstituer le crédit fournisseur, parce que étaler le passif tout seul, ça n'a pas d'intérêt. Pour reconstituer le passif fournisseur, il faudra bien attirer autour de la table les assureurs crédits. Si on ne le fait pas, les dossiers ne redémarreront pas. Pour les entreprises qui n'ont pas eu le PGE à tout ou tout autre financement,
bah, le risque est très fort, c'est sur le redémarrage de l'activité. Ils vont pas pouvoir redémarrer l'activité, on va se trouver en procédure collective. Et là, on va avoir 2 choses. Un, il n'y aura pas de financement parce que les entreprises seront à l'arrêt. Donc il faudra peut-être envisager de mettre les PGE sur les plans de cession. C'est un point que j'avais à l'époque évoqué il y a, en fin mars, j'avais fait une note pour l'ARE, j'avais dit attention, peut-être réserver le PGE aussi au plan de cession, ce qui permettrait de redémarrer l'activité. Et effectivement, on n'aura pas, non seulement on n'aura pas assez de financement, on n'a pas assez de repreneurs, parce que je pense qu'on va manquer beaucoup de repreneurs, et il faudra autoriser, avec un contrôle effectivement du juge, la possibilité soit pour un repreneur de se retrouver en plan de cession, soit en plan de continuation, mais avec des dettes comme un peu aux États-Unis, toutes les dettes non utiles ou non dans la valeur, qu'elles puissent être abandonnées. Voilà, très rapidement, parce que j'ai encore Charlotte, je voulais laisser un peu la parole à Charlotte pour la fin. Et comme 58, c'est maintenant, j'arrête là. Merci beaucoup. Maître Fort, sur le terrain, mandataire ad hoc, surtout en prévention, puisque ça va être l'arme numéro un. Comment vous anticipez la sortie de crise? Alors, je vais légèrement pivoter parce que là, je voudrais surtout parler des outils dont on a besoin en Allez-y. judiciaire. Je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. Il y a 3 mesures fortes pour nous qui peuvent changer la donne et permettre un traitement aussi rapide et aussi efficace que ce qu'on va avoir besoin. Je pense qu'on a besoin d'innovation pour pouvoir faire face à ce qui nous attend. 3 mesures fortes, et je rajoute bien sûr qu'il est indispensable pour les petites entreprises de donner l'efficacité au système d'effacement des dettes, c'est absolument certain. Sur les autres typologies de dossiers, il faut accélérer drastiquement l'adoption des plans. On a des moyens de le faire. C'est de la technique, c'est arrêter des plans de continuation sur la base du passif comptable, c'est raccourcir des délais de circularisation des créanciers et permettre de le faire par tout moyen. C'est en termes de plan de cession, comme ce qui a été dit, et je ne fais que répéter, permettre qu'une entreprise viable, mais dans l'impossibilité de rembourser ses dettes, puisse être cédée à son dirigeant ou à son actionnaire. Faire sauter des verrous en termes de délai, là aussi, pour les plans de cession, notamment des délais de quinzaine de convocation par LRR, enfin bref, des choses qui nous mettent dans des seringues et qui nous font perdre du temps parfois critique et rédhibitoire. C'est aussi au stade amiable donner de plus en plus de pouvoir pour l'octroi de délais de grâce, ce qui a été cité, mais on pourrait imaginer demain un outil qui permette de le faire de façon uniforme pour tous les créanciers à trait. Et puis, en termes de financement, parce que c'est aussi de ça dont il faut parler, en termes de financement, je rejoins tout à fait ce que vient d'indiquer Maître Dodier de Cassini. Un financement propre à la reprise des entreprises, c'est indispensable. Que ce soit au travers d'un équivalent de PGE pour financer un BFR de reprise, que ce soit au travers d'un privilège de post-money pour inciter les acteurs à financer les plans de continuation, c'est absolument nécessaire, surtout dans une période où les robinets vont se tarir. Et puis, un dernier point, parce qu'il me reste 60 secondes, et c'est pas anecdotique, c'est impulser encore plus la culture du rebond en France et transmettre le message que l'expérience d'une procédure collective, ça devient une force. C'est plus l'époque d'avoir honte. On a cherché à distinguer le chef d'entreprise et l'entreprise, c'est précisément dans cette optique-là. Et pour ça, supprimer totalement ou les réduire vraiment au minimum les mentions des procédures collectives sur les extraits cabis. Ce sera un message très important pour déstigmatiser et pour créer cette culture de rebond dont les entrepreneurs ont besoin pour pouvoir ensuite dire que l'expérience de difficulté d'entreprise, c'est avant tout une richesse et c'est pas un handicap et c'est pas quelque chose dont on doit avoir honte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître. Oui, vous avez raison. En fait, sur tribunal de commerce, peut-être que le mot tribunal est important, mais un tribunal de commerce et les juges sont des juges consulaires. Il faut le rappeler, hein, entrepreneurs sérieux de leur côté. Certains ont pu même connaître des difficultés, donc ils savent vraiment de quoi il en ressort. Et les tribunaux de commerce, surtout avec la prévention, sont là pour aider les entrepreneurs et on sait que la difficulté, c'est de les y amener.
ils ont parfois peur et j'ai encore vécu une expérience récemment en Haute-Marne où un procureur, comme l'était Xavier Hubert par le passé, a recommandé un plan de cession en faveur de l'actionnaire majoritaire qui avait lui-même déposé le bilan, parce que c'était la meilleure solution pour l'entreprise et ses salariés. Et il l'a obtenu, et même d'ailleurs contre l'avis de certains juges de la formation. Voilà. Donc, il y a beaucoup de très très belles histoires positives. Et comme vous le disiez hier, Maître Fort, et je vais vous laisser conclure là-dessus, comme vous êtes la seule femme du panel, c'est à toute femme, tout honneur. C'est qu'on va c'est qu'au tribunal, vous avez dit une formule très très juste hier, mais je vais vous laisser la reprendre. C'est que, reprenez-la, c'est que la sanction est l'exception au tribunal de commerce. Je vais vous laisser terminer là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est un message très important. Le dispositif légal n'est pas un dispositif de répression, c'est pas un dispositif de sanction. La sanction, elle est dans les cas pathologiques en cas d'abus. On ne sanctionne pas des accidents et on essaye de les accompagner et voire de les sublimer. Donc je terminerai là-dessus. Voilà, ben merci beaucoup. Merci à vous tous pour vos interventions. Merci d'avoir pu vous libérer dans ces emplois du temps chargés et pour la qualité des interventions. Et merci au Cercle Montesquieu d'avoir organisé ce webinaire, pardon. Bonne journée à tous et bonne continuation et bonne chance pour la reprise. Merci.